Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire qui est organisé par la Malterie du Château, donc dans le cadre d'une série de 12 webinaires sur l'année 2021. Donc on va y aller pour un par mois. On est ici sur le troisième webinaire, qui porte aujourd'hui sur les maltes touraillées. On va aller de leur production à leur utilisation. Je vais vous introduire d'abord la partie plus liée à la production, et puis mon collègue Bruno va vous parler plus de la partie utilisation de ces maltes touraillées. Donc, voilà, ici, on est dans le cadre, je veux dire, d'un développement assez spécial à la malterie du Château. L'année 2020 était très spéciale pour tout le monde. Nous, on a essayé de mettre au maximum cette année à profit pour développer en fait des nouveaux maltes. On avait l'objectif d'en atteindre 100, donc 100 types de maltes, y compris flocons et autres je veux dire, auxiliaires de production, mais en tout 100 maltes de base et spéciaux sur l'année 2020, ce qui a été atteint. Donc, c'est un gros développement. L'objectif de ce webinaire est un peu de vous présenter en fait les maltes par catégorie et puis de vous présenter un peu, je veux dire, leur production et leur utilisation. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble des différentes catégories de maltes de la malterie du Château. Ce qui est présenté en rouge, ce sont le nombre de maltes qui sont nouveaux, qui ont été développés en 2020. Donc, ça a fait l'objet du premier webinaire où on a présenté tous les nouveaux produits. Ici, ce webinaire-ci se porte sur les maltes spéciaux touraillés. Donc, notamment les maltes de base tels que le Pilsen, le Pale Ale, le Vienna, sont aussi produits sur Touraille, mais on s'intéresse particulièrement aux maltes spéciaux touraillés dans le cadre de ce webinaire. Alors, ça c'est un diagramme, je pense, un schéma que vous avez déjà vu plusieurs fois. Donc, ça résume un peu les différents modes de production qu'on a en malterie pour produire différentes catégories de maltes. Donc, on part de l'orge, bien évidemment, enfin, ou de toute autre céréale. Et on va réaliser la trempe, la germination, le touraillage pour produire ce qu'on appelle des maltes colorées. Donc, maltes touraillées, colorées. Souvent, dans le jargon en malterie, on parle de maltes colorées pour les maltes produits sur touraille, mais qui ne sont pas des maltes de base comme le Pilsen, Pale Ale, Vienna. Et donc, ici, ce webinaire-ci porte sur les maltes colorées. Le précédent portait sur les maltes caramel. Et le webinaire prochain porte en fait sur, je veux dire, les deux catégories restantes que sont les maltes torréfiées. On y a ajouté l'orge torréfiée dans la même catégorie. Et puis après, viendra un webinaire qui porte plus sur les flocons et les céréales crues. L'idée est de vous offrir un peu la même structure dans tous ces webinaires, c'est-à-dire de vous parler de comment on les produit et puis de vous parler de leur utilisation en brasserie. Donc, pour vous donner plus des conseils pratiques, je dirais. Alors, voilà de quoi je vais parler aujourd'hui, principalement. Donc, de 3 étapes donc, qui sont sur le principe assez simple, que sont la germination, la trempe, la germination et le touraillage. Donc, des étapes qui se font à la malterie Château en 2 jours, 4 jours et 2 jours. Donc, on est généralement sur un process de 8 jours pour produire un lot en allant de l'orge jusqu'au malt fini. Et je vais passer un peu en revue ces 3 étapes pour vous donner plus d'informations sur un process qui, en apparence, est simple, mais qui est bourré de nuances. Alors, je vais commencer par la trempe. Alors, la trempe, on va la faire chez nous en 28 à 34 heures. Donc, quand on parle souvent de jours, il faut savoir qu'il faut prendre en compte les durées de transfert, de convoyage, de nettoyage et tout ça aussi. Donc, ici, on est plus sur un processus qui est 28 à 34 heures, en sachant qu'on est sur un processus qui se fait généralement en 3 phases. Donc, on parle ici pour la trempe de phase sous eau et de phase sous air. Donc, il ne faut pas s'imaginer la trempe comme étant juste de l'orge qu'on va aller mettre dans une cuve et puis on ajoute de l'eau, on attend un certain moment et puis on passe à l'étape suivante. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. On va suivre ce qu'on appelle un diagramme de trempe
qui est adapté en fonction du lot d'orge qu'on va être amené à traiter. Donc, ce diagramme de trempe, ça va être constitué de durée sous eau et sous air. Sous eau, le grain absorbe de l'eau pour différents objectifs que je vais expliciter par la suite. Et sous air, eh bien, le grain respire, il émet du CO2, et donc on va extraire ce CO2 et renouveler l'air via un système de soufflerie et d'aspiration. Alors, à quoi sert la trempe? Eh bien, une étape, enfin, c'est un objectif qui est peut-être moins évident, c'est qu'elle sert en quelque sorte de nettoyage aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on va élever le niveau d'eau dans les cuves au-delà du niveau de l'orge. On va générer un trop-plein, donc un peu de manière similaire à un système qui est dans votre évier, par exemple. Si vous remplissez trop, vous avez une évacuation d'un trop-plein. Mais là, c'est ce qu'on va faire, et donc, via tout ce système d'injection d'air qui a lieu lors de la trempe, les crasses vont remonter à la surface, s'il en reste encore. Donc, il y a tout ce qui est poussière, éventuellement un résidu de paille qui serait passé au travers d'un nettoyeur calibreur. Et donc, tout ça va être évacué par le trop-plein. Donc, il y a clairement une étape de nettoyage ici qui n'est pas à négliger. Ça va permettre aussi d'extraire certains tanins au niveau de l'enveloppe. Donc, on va extraire une partie des polyphénols au niveau de l'enveloppe. L'objectif premier, je veux dire, le nettoyage, c'est très chouette, mais l'objectif de la trempe va être d'hydrater l'amidon, d'hydrater l'endosperme, qui est constitué principalement d'amidon, et d'hydrater l'embryon. Donc, pourquoi est-ce qu'on cherche à hydrater le grain? Eh bien, parce que ce qu'on veut faire, c'est initier une germination uniforme. Et j'insiste sur le fait qu'elle doit être uniforme. Pourquoi? Ben parce que si on a des grains qui en fait ont une teneur en eau qui est trop élevée à un moment, ben soit ils vont mourir, soit la germination qui va avoir lieu ensuite va être trop rapide. Et on n'a pas de moyen de retirer en fait ces grains-là. Alors, à l'inverse, si on a certains grains qui ont une teneur en eau en fin de trempe qui est trop faible, bien là, on a un souci aussi, c'est que la germination va être plus lente, elle va être décalée par rapport à d'autres grains, voire ils vont être difficiles à germer, et de nouveau, ces grains-là, on ne sait pas les retirer. Donc, si on veut vous fournir un produit uniforme, on est obligé d'avoir un process en trempe qui est vraiment, je veux dire, mis en place pour vous générer des grains qui vont tous germer en même temps. Et c'est ça qui, je veux dire, conditionne tout le reste. C'est pour ça que je ne pense pas me tromper en vous disant que n'importe quel malteur vous dira que la trempe est vraiment de loin l'étape la plus importante parmi les trois étapes que constitue le maltage. Si on se plante lors de la trempe, c'est très très difficile d'essayer de rattraper par la suite. Quand je dis c'est difficile, c'est voire même impossible. Donc c'est là que va se jouer, je veux dire, tout. Parce que la germination, pour en venir à la seconde étape, c'est plus du contrôle qu'autre chose. Disons qu'on a initié un process, et puis après, ce qu'on va faire lors de la germination, c'est d'essayer de contrôler ce qu'on a lancé, quoi. En gros, on a lancé une fusée, et la germination, c'est plus chipoter pour essayer de la réorienter, si nécessaire, au niveau de sa trajectoire. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc la germination se fait typiquement sur des variétés d'orge modernes et dans le process qui est à la malterie du château sur 4 jours. Ça peut être plus long, une germination, ça dépend de plein de paramètres différents. Comme je le disais, l'objectif, ça va être de contrôler la modification des grains, de contrôler la germination. On va jouer sur plusieurs paramètres, en fait. On va jouer sur la ventilation, on va jouer sur l'aspersion d'eau, on va jouer sur les conditions ambiantes dans lesquelles sont les cases de germination. Généralement, on va chercher à saturer, en eau l'humidité ambiante, donc on va essayer d'être à une humidité la plus élevée possible. Donc la photo que vous voyez au-dessus à droite, ça, ce sont ce qu'on appelle des grains piqués dans le jargon. Donc c'est ce qu'on a en fin de trempe. En fin de trempe, l'objectif, c'est d'avoir 100% de grains piqués. Ce qu'on appelle piqués, c'est les petites pointes blanches que vous voyez au bout des grains. En fait, ce sont les radicelles qui cherchent déjà à pointer le bout de leur nez. Alors, c'est comme ça qu'on démarre, et puis à la fin, après 4 jours de germination, on aura plus ou moins ce qui est sur la photo en dessous. Bon, bien que la photo ici, on a des radicelles qui sont un petit peu trop longues à mon goût, donc normalement ça doit être un peu plus court, mais on va avoir des grains qui ressemblent à la seconde photo.
Quels vont être les objectifs de la germination? Eh bien, c'est de vous fournir ce qui va vous permettre de travailler en tant que brasseur. Donc, j'entends par là synthétiser et activer des enzymes. Si le malteur ne faisait pas d'enzymes, donc c'est un peu ça un malteur au final, hein, c'est un producteur d'enzymes, s'il ne faisait pas ce boulot-là, ben, les brasseurs ne seraient pas capables, je veux dire, d'utiliser les céréales comme matière première pour leur bière sans avoir recours à des enzymes de synthèse. Alors, ce qu'on va faire aussi lors de la germination, c'est dégrader au final les parois cellulaires de l'albumène. Ça va être plutôt bien montré sur un schéma par la suite. On va aussi chercher à modifier les réserves en grains pour obtenir un profil qui est souhaité par le brasseur en termes de protéines, de polypeptides et d'acides aminés. Donc, il faut savoir qu'un grain d'orge, ce n'est pas que de l'amidon, il y a aussi une fraction protéique qui est très utile dans le cadre du brassage, aussi même pour les acides aminés qui sont essentiels, je veux dire, pour le fonctionnement des levures, etc. Donc, la modification va se faire et sur l'amidon et sur la partie, je veux dire, plus protéines. Et au final, ce que le malteur va chercher à faire, c'est atteindre un compromis lors de la germination où il va favoriser la désagrégation chimique au niveau amidon, au niveau protéines, tout en limitant le développement physiologique des grains. Donc, j'entends par là que si vous regardez la dernière photo en dessous à droite, donc on reprend un peu là par jour de germination, l'évolution d'un grain d'orge, eh bien, vous voyez qu'au 4 jours, je dirais, au 4e jour, on est bon. On a une longueur de radicelle qui est plus ou moins de la longueur du grain. On est là à un optimum en termes de, normalement, si le travail était bien fait, on est à un compromis au niveau développement physiologique et désagrégation chimique. Si on va plus loin, donc vous voyez là au jour 5 et 6, c'est ce qu'on appelle des hussards. Alors les hussards, eh bien, c'est quand vous avez au final un développement qui est beaucoup trop important de vos radicelles, hein, vous le voyez ici, elles sont super longues, et que vous avez vos premières feuilles, donc on a un plumule ici qui va sortir du grain. Et donc là, forcément, ça va générer pas mal de freintes, pas mal de pertes. Hein, donc le grain, je veux dire, a déjà entamé ses réserves d'amidon. Et donc là, on est allé trop loin dans la germination. Donc c'est pour ça ici qu'on va s'arrêter au stade du jour 4. Alors, pour vous montrer un peu sur photo en quoi consiste un grain d'orge, je veux dire vers la fin, enfin c'est pas la fin, c'est le 3e jour de germination. On a bien sûr un embryon, à partir duquel vont se développer des radicelles, donc les premières racines en quelque sorte, et dans le sens opposé, la plumule. Alors, la plumule, c'est en quelque sorte, on pourrait traduire ça sous forme de les premières feuilles qui vont être issues de l'embryon. Et puis on a la grosse partie blanche ici qui vous intéresse le plus en tant que brasseur, c'est l'endosperme. L'endosperme qui en fait est constitué de réserves, ce sont les réserves d'amidon qui sont enfermées dans une matrice protéique et c'est ça qui va vous permettre de produire des sucres fermentescibles lors de votre process de brassage. Le tout étant bien sûr enfermé dans une enveloppe. L'enveloppe, je dirais que son rôle principal, ça va être la protection. Dans le processus de maltage, on le voit bien avec des variétés d'orge qui sont parfois dépourvues d'enveloppe, ça existe, il faut le savoir, on parle de variétés hull-less, voire même d'autres espèces, donc genre le froment n'a pas d'enveloppe. Ce sont des céréales qui, lors du processus de maltage, ont plus souvent leur embryon qui est endommagé et qui donc sont des grains qui ne vont pas pouvoir germer. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus dur à gérer quand on n'a pas d'enveloppe pour protéger en fait l'embryon. Alors la même chose plus sous forme schématique, je dirais. Hein, je vais pas reprendre l'explication précédente. On a en vert, vous voyez à la base à gauche, là c'est votre embryon. Vous avez la plumule, l'enveloppe, la couche d'aleurones en turquoise, bleu turquoise. C'est de là qu'en fait va être initiée la production d'enzymes, cette couche d'aleurones. Et puis à l'intérieur, au final, vous avez cette réserve d'amidon qui prend la forme de granules, je veux dire des grandes granules, qui sont enfermées dans un ciment protéique, le tout qui est enfermé dans des membranes cellulaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'on a hydraté les membranes cellulaires, le ciment protéique,
Et lors de la germination, ce qui va se passer, c'est qu'on va en quelque sorte détruire, on va dégrader les membranes cellulaires et ce ciment protéique pour que vous, brasseurs, lors du brassage, vous puissiez avoir accès à ces granules d'amidon. Alors, je fais une petite parenthèse sur justement la taille de ces granules d'amidon qui est l'objet de beaucoup de recherches pour l'instant, parce que vous avez probablement entendu parler de la température d'empesage. Ce n'est pas quelque chose qu'on mesure en routine chez nous pour nos lots de malt, ça viendra peut-être, mais en fait, la température d'empesage, qui est une température par laquelle vous passez normalement lors de votre processus d'empâtage, c'est la température à laquelle vous allez, je veux dire, pouvoir séparer les molécules d'amidon via hydrolyse et donc pouvoir éclater ces granules. Cette température d'empesage est plus élevée pour les petites granules que pour les grandes. Et une grande thématique de recherche pour l'instant, c'est justement cette température d'empesage, parce qu'avec le changement climatique, la proportion, enfin les sécheresses et tout ça, c'est cette proportion en fait de petites granules qui va commencer à augmenter. Enfin, elle a déjà augmenté. Donc en fait, la température d'empesage se déplace. Et donc, si cette proportion de petites granules augmente par rapport aux grosses, la température d'empesage globale, je veux dire, de votre lot va augmenter aussi. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la place d'avoir une température d'empesage à 62, 63, ben, pour l'instant, elle se déplace plus vers 65. Et vous savez, comme moi, que si on passe les 65 degrés, bien, pour votre bêta-amylase, ça va pas être top parce qu'on sort un peu de son optimum. Et donc, ce qui se passe pour l'instant, et on le voit dans les brasseries industrielles, c'est que les brasseurs ont tendance à empâter directement plus haut à la température d'empesage et qui commencent à ajouter des enzymes extérieures, des enzymes exogènes qui sont thermostables. Donc voilà, petite entorse sur une thématique de recherche actuelle. En pratique, comment se présente la germination? Vous avez sûrement déjà visité des malteries. Eh bien, voilà, ça c'est une case comme on a à Belleuil, ce qu'on appelle une case de germination type Saladin. C'est rectangulaire avec un retourneur. Ça peut parfois être cylindrique avec un retourneur qui tourne autour d'un pivot central. L'objectif étant de nouveau d'assurer que ce soit un processus qui est homogène. Donc on va chercher à retourner plusieurs fois par jour cette couche qui fait à peu près 1 mètre d'épaisseur. Et on va éviter cet entrelacement des radicelles et la formation de ce qu'on appelle du feutre au final au niveau des grains. Donc voilà ce qu'était la germination. Maintenant, troisième étape, le touraillage. Alors le touraillage, il peut se faire généralement en 24 heures ou 48 heures. Là, c'est plutôt l'un ou l'autre, dans le sens où si on a une touraille avec un seul plateau, ce sera plutôt 24 heures. Si on a une touraille double plateau, on est sur 48 heures de process. Convoyage compris dans ce cas-ci. L'objectif du touraillage, eh bien, ça va être de stabiliser le produit. Alors, c'est peut-être un peu résumé, mais en fait, il faut savoir que quand on est à la fin de la germination, vous, en tant que brasseur, vous avez quasi tout ce qu'il vous faut pour faire de la bière. Vous avez les enzymes, vous avez une modification qui s'est opérée au niveau du grain qui vous permettrait en fait de produire de la bière. Bien sûr, vous n'avez pas toute la couleur et les arômes qui sont issus du touraillage, mais globalement, vous avez presque tout ce qu'il vous faut. Et donc, ce qu'on va faire, c'est stabiliser le produit parce que du malt vert, il est donc en fin de germination, il est à 40-44%, parfois plus au niveau humidité, et c'est pas un produit qui se conserve. Donc on va stopper la germination, on va chauffer vraiment le grain, on va tuer l'embryon. Donc si vous plantez du malt en terre, ça va vous donner de l'orge évidemment, parce qu'on a tué justement cet embryon, on a réduit l'humidité, parce qu'on est passé au travers d'une longue étape de séchage. Et donc, c'est aussi ce qui va vous permettre d'avoir un produit qui est friable, qui se conserve sur la durée pendant des années, quoi. Et on va inactiver les enzymes sans les détruire. Ça, c'est vraiment, enfin, je veux dire, l'objectif pour un malt Pilsen, c'est le compromis à atteindre. C'est, on arrête le process, on le stabilise, mais on va éviter de détruire trop. Et au plus on va chauffer, forcément, au plus on va entamer cette activité enzymatique. On va la détériorer. Donc, on stabilise le produit. Au plus on chauffe, au plus on va développer des couleurs, au plus on va développer des arômes. Et thématique aussi que vous connaissez très bien, on va avoir une action sur le DMS, le diméthylsulfide,
en chauffant, justement, en atteignant ce plateau de minimum 80-82 degrés lors du tourayage pour le Pilsen. Pour les autres, on ne parle même pas de DMS, en fait, pour les autres. Donc, pour le process, on est bien en double plateau à la malterie du château. Une petite illustration pour rendre ça plus clair. On a en fait chaque jour le plateau inférieur qui va se vider. Il va vider un lot, 80 tonnes environ. Et le plateau supérieur va se vider sur le plateau inférieur. Et un nouveau lot qui vient de la germination va arriver sur ce plateau supérieur. Donc c'est vraiment un process continu, avec l'avantage, quand on est en double plateau, d'avoir une récupération de chaleur et une économie au niveau d'énergie qui est vraiment très, très importante. Donc, au niveau du plateau supérieur, on va principalement faire de l'évaporation, tandis qu'au niveau du plateau inférieur, là, on va faire le coup de feu. Ça va être repris sous forme d'un petit graphique par la suite. Il faut s'imaginer que la chaleur vient par le bas et que chaque couche en fait de malt qui est sur un plateau représente une perte de charge, et donc on va forcément avoir une température qui diminue quand on traverse la première couche, et donc au-dessus on fait majoritairement de l'évaporation, tandis qu'en dessous on a une température plus élevée qui permet de réaliser un coup de feu en fin de process pour donner justement tout ce qui est couleur et arôme. Alors, on va jouer sur plein de paramètres pour les maltes touraillés de spécialité. On peut jouer sur la ventilation. Hein, donc on est principalement sur, s'imaginer, on est sur 1 mètre cube par seconde par tonne, généralement en ventilation. Donc, je vous laisse imaginer la taille des ventilateurs qui font plusieurs mètres de diamètre. On va jouer sur la température de l'air qu'on insuffle, évidemment. On va jouer sur la durée des montées en température, qui dans notre cas sont assez lentes, puisqu'on est sur une touraille double plateau. On va jouer sur l'humidité de l'air aussi, et sur le pourcentage de recirculation. Donc, faut bien s'imaginer qu'en début de process, quand on a un lot qui est nouveau sur le plateau supérieur, évidemment, l'air qui va ressortir de la touraille est très humide, vu qu'on est dans une phase de séchage. Donc, si on le recircule avec l'objectif de sécher, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on est sur un air qui est trop humide. Donc, au début, en fait, on fonctionne beaucoup avec de l'air neuf. Et puis, au fur et à mesure que l'humidité sur le plateau supérieur va chuter, eh bien, on va pouvoir se permettre de recirculer une partie de l'air, et donc de faire une économie aussi au niveau énergie. Et bien sûr, il faut prendre en compte l'humidité du grain, donc au sortir de la germination. Si on a un malt vert qui a 42, 44, voire plus, ben, il faut adapter le process. Et donc, on va jouer sur tous ces paramètres pour vous produire différents malts spéciaux touraillés. Donc voilà, là, c'est plus ou moins ce que j'ai dit sous forme d'un schéma. Donc, on est sur la gauche sur une touraille simple plateau, comme c'est en jaune. Le simple plateau est représenté en jaune. Donc, on a une source de chaleur qui vient par le bas. L'air chaud traverse la couche. Évidemment, on a toujours une batterie de récupération d'air chaud à la sortie. Sinon, ce serait vraiment encore plus un gouffre énergétique. Et donc, on va recirculer l'air chaud. Et on peut jouer sur le pourcentage d'air recirculé. Pour la touraille double plateau, bon, le process est plus ou moins le même, si ce n'est qu'on divise tout en deux, dans le sens où on va faire l'évaporation au-dessus, le coup de feu en dessous, que les recirculations sont un petit peu plus complexes et qu'on est sur un process qui est évidemment 2 fois plus long. Donc voilà, de manière théorique, comment ça se passe au niveau du touraillage pour du Pilsen. Alors, la première phase, on va carrément la zapper parce qu'il n'y a même plus d'actualité, le whitering. L'idée, c'était de laisser en fait le malt vert chauffer naturellement à la fin de la germination avant de commencer le tourayage. C'est plus trop pratiqué, en tout cas ça se fait plus chez nous. Nous, on commence directement avec la phase de séchage, donc c'est ce qu'on appelle le séchage libre. On va fonctionner à température constante. C'est en orange, là vous voyez la température, c'est le format plateau, c'est constant. Et ce que vous voyez en gris, c'est la température de l'air à la sortie de la couche, à la sortie de la touraille. Et donc, comme vous voyez, on chauffe à température constante et la flèche noire indique breakthrough. Là, c'est la percée de la couche.
Donc, il y a un moment où vous avez à avoir votre température extérieure, votre température de sortie de touraille qui augmente. Et là, vous savez que votre couche, elle a percé, en fait, en quelque sorte. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que votre humidité au niveau de l'air extérieur va chuter aussi très fort. Et donc, que fait le malteur à ce moment-là? Il réalise ce qu'on appelle un séchage forcé, donc il va augmenter la température. Ici, ça se fait de manière un peu rapide, mais on est sur un process en 24 heures, donc ici, c'est sur un simple plateau que c'est illustré. Et une fois qu'on a atteint le palier qu'on désire réaliser pour le coup de feu, donc ici c'est du Pilsen, on a 80-82 degrés, et ben on va envoyer une température constante, donc ici 82 degrés, pour réaliser le curing, là c'est le coup de feu. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir tel ou tel type de malt. En fait, en fonction de la température de ce palier, de ce coup de feu, c'est ce qui va vous permettre de produire un Pilsen, un Pale Ale, un Munich, etc. Alors, quelque chose qui est assez drôle aussi au niveau du touraillage, c'est qu'on a une activité enzymatique qui varie très fort et que le touraillage est bien pour certaines choses et pas pour d'autres. Donc, par exemple, on va perdre au niveau des bêta-glucanases et des bêta-amylases. Bêta-glucanase, vous me direz, c'est pas trop grave, on n'a pas tant de bêta-glucane que ça dans nos maltes, donc au final, c'est un moindre mal. La bêta-amylase, elle peut, chuter de près de 60%, 50-60% lors du touraillage. Et cette bêta-amylase, elle aurait pu être pratique si, par exemple, vous vouliez ajouter des céréales crues en même temps que votre malt, etc. Donc là, il y a quelque chose qu'on perd, mais on n'a pas le choix, il faut bien tourailler ce malt. Ce qui va augmenter, c'est l'alpha-amylase, c'est à relativiser, donc c'est la courbe en noir, en fait, vous voyez, ça monte et puis ça redescend. Donc le gain est tout relatif dans le sens où, oui, ça augmente, mais au final, on va reperdre par la suite en fin de touraillage. Donc le gain est, je veux dire, relativement petit. Et puis on a un gain de l'ordre de 20% au niveau des protéases, donc l'endopeptidase et la carboxypeptidase, donc là des enzymes qui jouent sur vos protéines. Alors, je trace, je parle, mais il faut que je laisse du temps pour Bruno. Au niveau du développement des arômes pendant le touraillage, il faut aussi savoir que le touraillage est très utile pour retirer le DMS. Donc, le DMS, le diméthylsulfide, c'est ce qui va vous causer un goût de maïs cuit, d'olive noire. Là, c'est selon, je veux dire, la perception de chacun. Et ce DMS, pourquoi est-ce qu'on le retrouve? Bien parce que lors de la germination, on fabrique ce qu'on appelle les précurseurs de DMS, le S-méthylméthionine, le SMM. Et ces précurseurs, il faut pas qu'on les retire, mais il faut en fait qu'on les transforme en DMS lors du touraillage et puis qu'on les retire. Donc, lors du touraillage, on va non seulement former le DMS et puis après on va le retirer. Et l'objectif justement est d'atteindre ce palier de minimum 80-82 degrés pour retirer le DMS dans le cadre du Pilsen. Pour les autres maltes, on va monter plus haut, donc le DMS sera moins un problème, je veux dire. Donc voilà, en ce qui concerne le DMS. Et bien sûr, le touraillage sert au niveau du développement des arômes et grâce notamment aux réactions de Maillard, parce qu'en fait, on a modifié nos grains, on a des sucres qui sont là, qui sont accessibles, on a des acides aminés, et on joue avec des températures qui peuvent, dans le cadre des maltes spéciaux touraillés, donc pas les maltes de base, on est souvent sur des températures supérieures à 90 degrés, donc toutes ces conditions sont idéales pour ce qui est réaction de Maillard. Et donc les réactions de Maillard vont produire toute une série de composés aromatiques, donc vous connaissez bien les mélanoïdines, les pyrazines qui sont responsables de des notes de café, de cacao, ce qu'on va retrouver en plus grande quantité, je dirais, dans les maltes torréfiées. Il y a tout ce qui est arôme responsable de noix, de maltais, miel, croûte de pain, et furfural, c'est plus ce qui est lié, je dirais, au caramel, ça, donc des notes qui peuvent se rapprocher du caramel. Voilà, justement, note sur le touraillage par rapport à la caramélisation. Donc vous, en tant que brasseur, vous avez peut-être eu l'occasion de voir des maltes caramélisés qui étaient produits sur touraille, qui se vendent parfois comme des cristals. Tout ça, le terme cristal, on a nous-mêmes à la malterie du château un malt cristal, mais
on dit bien que c'est un malt produit sur touraille et qui n'est pas caramélisé. Certains malteurs vendent le malt cristal produit sur touraille comme un malt caramélisé. Il faut savoir que c'est quasi impossible de caraméliser correctement sur touraille. Donc, touraillage, c'est plutôt réaction de Maillard. Caramélisation, on est plutôt sur un process qui est en tambour. Et on est sur deux catégories de réactions qui sont les deux catégories de réactions de brunissement non enzymatiques. Sauf que pour l'une, on est plutôt, pour le tourayage et les réactions de Maillard, c'est plutôt des réactions entre sucre et acide aminé. Tandis que la caramélisation, on est passé par une phase de saccharification avant où on a des sucres simples qui vont être réassemblés, polymérisés, pour former des molécules aromatiques responsables d'arômes de caramel. Donc voilà pour cette petite note comparative. Pour les maltes qui sont disponibles à la malterie du château, les maltes touraillés de spécialité, on en a 8 principalement. Alors, 2 points à dire là-dessus, c'est que le café light constitue vraiment la limite, je veux dire, à tel point qu'on sait le produire sur touraille et en tambour, en sachant que sur touraille, il va être produit à de l'ordre de 120 degrés, puisqu'on est sur un processus beaucoup plus long, et qu'en tambour, on va monter plus haut en température parce qu'on est sur un processus plus court. Le château cristal, comme j'en parlais, qui est lui un malt produit sur touraille, mais qui n'est pas cristallisé. Pour éviter toute confusion pour les brasseurs, dans notre catalogue, on a créé le château Cara Cristal, qui est lui un malt caramélisé, plus ou moins de même coloration, mais qui lui est produit, je veux dire, en tambour, avec une étape de saccharification, vraiment comme pour n'importe quel malt Cara. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour vous expliquer ce que je voulais sur la production. Je vais maintenant laisser la place à Bruno, qui va vous parler plus de l'utilisation de ces maltes touraillés de spécialité lors du brassage. Ok, merci Gilles. Donc, maintenant que Gilles a parfaitement expliqué comment étaient faits les maltes touraillés et quelques spécificités, nous proposons maintenant de voir un peu comment effectivement les utiliser et quels sont leurs apports. Donc, les maltes touraillés, les maltes touraillés spéciaux qu'on vient d'évoquer, sont d'abord une première étape pour apporter de la complexité à la bière. Pourquoi une première? Parce que, bon, évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas la seule. Évidemment, le houblon, la levure qui viennent derrière vont chacun faire ce que votre bière est, mais c'est bien la première étape puisque c'est déjà au choix en meunerie que vous allez au choix que vous allez poser dans votre meunerie que vous allez décider de caractères fondamentaux de votre bière. Vous voyez une roue sur la partie droite du slide qui montre un peu des tendances générales qu'on peut retrouver dans des maltes, à savoir roasty, donc grillé, malty, donc plutôt maltais, fruits secs en bas, toasty, donc toasté, qui est un peu de dans la même famille que roasty, et caramel, donc qui est plus lié à une autre famille de maltes que nous avons évoqué au webinaire précédent et que Gilles a encore bien rappelé aujourd'hui. Donc, selon les maltes touraillées que vous allez choisir, vous allez vous orienter dans une de ces directions. Vous avez vu donc les principaux maltes touraillés. Il y a 2 ou 3 slides. Maintenant, dans les maltes touraillés spéciaux, quelques bières historiques, quelques brassins historiques qu'on peut mentionner, comme par exemple typiquement le Munich, qui est utilisé dans les bières allemandes, oui, comme le nom l'indique, évidemment, on ne sera pas surpris. Donc le Munich qui est un touraillé léger, qui est, selon qu'on parle du light ou du Munich traditionnel, entre 12 et 25 d'index BC. Mais vous avez l'ABI qui est utilisé traditionnellement dans les bières belges. Donc là, on retombe sur quelque chose d'historique. On verra plus loin dans ce slideshow en matière de bière belge, typiquement ce qu'on appelle la double. Vous avez aussi historiquement le mélano. Mélano, le nom évidemment qui n'est pas sans évoquer mélanoïdine dont Gilles a parlé il y a quelques minutes, qui donne ce qu'on peut appeler des flaveurs de décoction. La décoction, c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup
en brasserie moderne, on travaille beaucoup plus par infusion. Mais de fait, qui va apporter certains caractères de cuisson, on va peut-être dire exagérés, ou en tout cas, la décoction ne donnait pas le choix que d'injecter certaines couleurs. Ben maintenant, qu'on n'a plus, entre guillemets, ce défaut lié à des procédés historiques, on peut quand même retrouver des flaveurs typiques de la décoction grâce au mélano. Flaveurs et couleurs. Il est important de bien mentionner que dans le cas des tourraillés, on a sucre fermenté cible et activité enzymatique. Et là, c'est vraiment la bonne distinction qu'il faut garder en tête par rapport au malt caramel que nous avons vu la fois passée, qui de fait n'ont pas, ou peu, on va dire pas, d'activité enzymatique, et qui créent aussi beaucoup de sucre non fermenté cible. C'est typiquement l'apport que vous avez avec les maltes caramel. Ici, vous êtes de l'autre côté du spectre sur ce point-là, en tout cas, puisque les maltes simplement tourraillés vont vous donner une saccharification rapide, vont vous donner un empâtage plus court, bon, c'est-à-dire en clair que votre diagramme de brassage va être évidemment beaucoup plus rapide, va être boosté par l'activité enzymatique importante de ces maltes. Vous pouvez avoir un profil d'empâtage plus simple, au sens où tout va pouvoir travailler dans les mêmes températures et avec une bonne efficacité enzymatique, donc vos paliers seront plus simples, ne sont pas obligés spécialement de démultiplier et n'ont pas besoin d'être trop longs. Ça facilite l'utilisation des auxiliaires de brassage. Auxiliaires de brassage, c'est un terme en français qui me surprend un peu. Donc, ce qu'on appelle aussi les grains crus. Voilà. Une très bonne atténuation apparente, ben, évidemment, tout ça est lié, hein, beaucoup de sucre fermenté cible, donc bonne atténuation apparente. Et goût sucré du malt facile à équilibrer, c'est-à-dire que si vous avez des produits qui gardent un goût sucré en fin de fermentation, vous pouvez, en balançant avec certains maltes tourraillés, minimiser ça. Juste le rappel des familles, donc malte de base, évoqué, le Pilsen, le Vienna, le PLL, les maltes tourraillés, ce dont on parle aujourd'hui, donc qui subissent le même process, simplement, c'est maltes tourraillés spéciaux, on va dire, ou maltes colorés, comme disait Gilles, donc qui subissent en fait un traitement de tourraille plus long en temps ou plus chaud, ou les deux, et donc où on va favoriser ces réactions de Maillard, mais tout en gardant quand même beaucoup de sucre fermenté cible et des enzymes. Qu'on sépare donc de la troisième catégorie, les maltes caramel, comme on vient de le dire, beaucoup de sucre non fermenté cible, donc lié à la polymérisation plutôt des sucres qu'aux réactions de Maillard. Alors on peut avoir les caramels doux, caramels foncés. Typiquement, ils vont apporter du corps à votre bière, ce que ne font pas les maltes tourraillés, au contraire, comme on vient de le dire. Petit rappel, les maltes caramel améliorent aussi la tenue de mousse, pour d'autres raisons. Les maltes torréfiés, enfin, donc qui eux passent en tambour de torréfaction, où là, on va chercher volontairement des flaveurs de café torréfié, vraiment de forte impression de grillé et une couleur foncée. Choisissez votre recette en fonction du style de bière. Ben, oui, de fait, le style de bière va déterminer votre recette. Mais vous allez donc avoir un pourcentage en malt de base, donc les typiques, je répète, donc Pilsen, Vienna, PLL, et le pourcentage de maltes spéciaux tourraillés. De fait, selon le malt tourraillé que vous allez prendre, selon son index de couleur, qui est le premier critère en général qu'on repère très facilement, vous allez donner divers caractères à vos bières. Comme toujours, avoir un même résultat de couleur au final, mais en utilisant soit beaucoup d'un malt tourraillé foncé, peu d'un malt tourraillé foncé ou plus d'un malt tourraillé plus clair, ne va pas vous donner le même résultat en matière de flaveur, mais en matière de couleur. C'est-à-dire que donc pour une même somme d'impact de couleur sur votre bière, vous pouvez avoir différents types de bières, différents goûts finaux à vos bières selon les maltes tourraillés que vous allez utiliser. Bien entendu, le nombre de maltes tourraillés différents que vous allez utiliser n'est pas limité. Il n'y a qu'à vous d'en utiliser 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez.
Au final, sincèrement, moi, je pense que laissez mort et essayons de trouver le malt touraillé qui vous convient. Mais voilà, vous verrez que vous pouvez utiliser une bonne quantité d'un malt touraillé léger, comme le Munich ou le Munich Light, apporter une belle couleur chaude à votre bière sans apporter trop de goût de touraille. Inversement, voilà, vous pouvez aller chercher des maltes plus touraillés. Bon, ça, on ne va pas vous faire un dessin, vous imaginez bien. Important, c'est que vous pesez vos maltes, donc vous avez un grain bill total, vous allez concasser, vous pouvez empâter tout ensemble. Vos maltes touraillés ou touraillés spéciaux vont se comporter en brassage de la même matière que vos maltes base. Donc, pas de différence significative de composition par rapport aux maltes de base. Pas de viscosité élevée, comme dans les maltes caramel, qui vous apportent une viscosité plus élevée. La viscosité a un impact dans votre sensation sur votre bière finale, mais aussi dans votre tenue de mousse, mais aussi dans votre process de brassage et de filtration. Soit, ici, ce n'est pas un facteur significatif. Vous n'apportez pas d'acidité ou d'astringence élevée comme vous apportez avec les maltes torréfiés. Les maltes torréfiés, par définition, vont vous amener plutôt de l'astringence, ce que les maltes touraillés, même touraillés de façon importante, ne font pas. Composition chimique de l'eau et pH du mou. En fait, votre adaptation de pH n'est pas vraiment impactée par rapport au malt base. Évidemment, ça dépend du style de bière que vous allez faire. Ici, vous avez un profil typique d'eau de brassage recherché. Bon, évidemment, maintenant, tout le monde n'a pas la même eau sur la planète et tout le monde ne fait pas les mêmes bières. Mais voilà, un profil standard. Ce qu'on veut mettre ici en évidence, c'est que vos maltes touraillés, colorés ou spéciaux n'impactent pas énormément vos profils de correction chimique nécessaires pour votre brassage. Ratio eau sur malt, toujours, quelle que soit la quantité de malt touraillé que vous allez utiliser, vous allez chercher un ratio litre par kilo qui va aller de 2,5 à 3,5 selon que vous utilisez un filtre à mèche ou une cuve filtre. Bon. Ayant travaillé 25 ans pour un fabricant connu sur le marché de filtre à mèche, je me place plutôt du côté de 2,5. Mais ce qu'on veut montrer ici, c'est que 2,5 litres par kilo ne pose aucun problème au niveau de l'empâtage et de la saccharification, à condition que vous ayez évidemment la mouture adéquate, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre exposé. Le profil de température. Alors, nous ne reviendrons jamais assez là-dessus, sur le fait qu'un malt bien modifié vous permette d'empâter à une température plus élevée. Vous vous tenez donc à l'écart des dangers liés à la lipoxygénase qui est en fait désactivée une fois que la température est suffisante. Et la lipoxygénase est intimement liée à tous les faux goûts d'oxydation qu'on peut retrouver dans des bières. Ça, vous êtes évidemment tous conscients qu'on veut s'en éloigner. Il est important de bien comprendre que la modification d'un malt vous permet d'empâter directement à la température de palier de bêta-amylase. C'est vraiment fondamental. N'ayez pas peur de prendre des maltes de qualité pour les quelques centimes en plus que ça vous coûte et d'empâter à haute température. Donc les maltes touraillés qui peuvent être très très bien modifiés, enfin quel que soit leur niveau de touraillage, et c'est ça qu'on veut montrer ici, s'ils sont bien modifiés, et la modification ça dépend évidemment de la germination, continue à vous permettre d'empâter à ces hautes températures. Bien entendu, donc vous avez dans la deuxième colonne l'index BC de toute la série de maltes touraillés colorés qu'on peut proposer à la malterie du château. Bien entendu, plus on descend, plus vous voyez que l'indice BC augmente, moins vous allez en mettre dans votre brassin en proportion. Attention, ceci c'est un chiffre indicatif. Vous n'irez pas en prison si vous mettez 50% de château cristal. Simplement, ce sont des recommandations, mais de fait, ça tombe sous le sens. Plus vous allez aller vers des maltes colorés, donc plus vous allez vers les lignes du bas, moins on recommande d'en mettre en pourcentage, et plus l'intensité des flaveurs, par pourcent ajouté bien entendu, sera important. Ça tombe sous le sens. Quelques bières typiques
liées à des maltes touraillés, maltes colorés qui ont été cités plus tôt aujourd'hui. Dont typiquement la Munich Helles, pardon, pour le Château Munich, donc Château Munich qui est un des touraillés légers, un 25 EBC. Pour rappel, il existe aussi le Munich Light, donc qui est plutôt dans les 12-15 EBC, mais bon, qui est comme son nom l'indique, un Munich, mais avec un peu moins d'effet. Donc la Munich Helles, typiquement allemande, où on va utiliser 15-20% de Munich. La Marzenbier, donc bière typiquement faite en mars, historiquement. Bon. Pour rappel, il ne faut pas oublier que avant l'existence de la réfrigération industrielle, on brassait pendant les mois froids de l'année. Donc, on arrêtait de brasser de fait en mars. Et la Marzenbier, c'était un peu ce qu'on faisait à la fin de la saison. Vous avez la Munich Dunkel. Dunkelbier, moi, j'aime beaucoup les Dunkelsbier en Allemagne, dans laquelle on va aller jusqu'à 80 ou 100% de Château Munich. Le Château Mélano, qui est à 80 EBC. Pour rappel, de nouveau, il existe un Mélano Light, qui est à 40-50 EBC. Moi, j'utilise beaucoup de Mélano Light dans une bière ambrée qu'on fait, qui est une de nos bières qu'on vend le plus. Que vous pouvez utiliser, pourquoi pas, dans une lager, c'est celle que vous avez à gauche. Donc 3 ou 8% de Mélano vont vous donner une belle bière de couleur rouge et rien ne vous empêche de travailler en fermentation basse. Comme indiqué ici, 10-15% dans des porteurs, 15-20% dans des Doppelbock. Donc, de nouveau, là, on retombe dans un style allemand de bière un peu plus forte, mais à couleur. Château Abbaye, 45 EBC, typiquement dans la triple belge. Donc là, on reste sur des bières pas blondes, mais cuivrées. On peut aller jusqu'à 10%. Et là, on a des bières qui gardent quand même beaucoup de chaleur. Dans de la quadruple, voilà, on va augmenter. Ou typiquement dans les ailes anglaises, on en mettra un peu moins. Dans les brown ailes anglaises, où on va aller chercher une couleur rouge brun clair. Juste quelques détails ici, voilà, pour en citer une sur la double belge, donc la bière souvent dite double. Donc c'est souvent un mélange complexe de malt. Il y a du sirop de sucre, typiquement, voilà, bière d'abbaye historique. On va utiliser des sucres caramélisés ou des sucres non raffinés qui amènent une partie du caractère, de par une partie de sucres qui sont non fermentescibles sous forme de caramel, mais aussi de couleurs, donc des sucres candis foncés. On va utiliser des variétés nobles de houblon, mais tous les houblons sont nobles, madame. On va utiliser des souches de levure belge, donc, qui amènent typiquement... alors, si on prend les levures d'abbaye, vont amener des goûts plus épicés, qui sont en général justement dans le tiroir du 4VG, donc typiquement le 4 vinyle guayacol qui amène ce goût typé aux bières d'abbaye. Mais ici, dans les doubles, c'est pas tellement l'objectif. Par contre, on va travailler avec des levures qui vont produire beaucoup d'alcool supérieur et d'ester et de composés phénoliques. Bon. En général, on va plutôt travailler à une température un peu plus élevée, donc qui favorise et les alcools supérieurs et les esters. Alcool supérieur qu'en général on essaye d'éviter, mais voilà, ici ça peut faire partie du profil de la bière. Le profil, c'est qu'on a un arôme maltais complexe, donc riche et sucré, avec notes de chocolat, éventuelles, caramel, etc., comme vous pouvez le lire. Les arômes de houblon sont pas ce qui ressort le plus dans la bière double. On cherche plutôt la chaleur et le corps de la bière que typiquement les arômes très volatiles de houblon. On est très loin de la mode des houblons aux agrumes, etc. actuelle. On est plus dans le Moyen-Âge que dans la mode américaine du XXIe siècle. L'alcool peut être doux, sans sensation trop chaude ou solvantée. Bon, on pourrait répondre que c'est un peu contradictoire avec la formation d'alcool supérieur. Mais voilà, tout ça est compensé par un bouquet assez complexe, justement, qui amène un équilibre. Vous avez une suggestion de recette de ce type de bière sur le site de la malterie du château, de celle-là comme de beaucoup d'autres. Nous ne répéterons jamais assez non plus que ceci est une base de travail. Chacun s'adaptera par rapport à ça, mais au moins vous partez d'un point qui est proche
de ce que vous voulez faire si vous voulez faire ce genre de bière. Faites vos expériences, nous ne le répéterons jamais assez. Mais ce qui est très intéressant sur ces propositions sur le site de la Malterie du Château, c'est que vous avez les proportions qui sont proposées. Vous avez un point de départ qui est déjà quand même très, très bien défini. Après, si vous changez les houblons, par exemple, sincèrement, c'est pas ça qui va changer drastiquement votre bière, puisque ce n'est pas une bière ici vraiment basée sur le houblon, mais plutôt sur les maltes. Ben voilà, nous arrivons au bout de ces quelques exemples, cette présentation. Je pense qu'il nous reste à vous remercier chaleureusement pour votre attention. Vous étiez encore une belle troupe, ça fait plaisir. Les coordonnées de la malterie du château sur lesquelles vous pouvez trouver toute une série d'informations que nous venons d'évoquer maintenant. Nous allons maintenant regarder sur l'onglet des questions et réponses les questions qui ont été posées. N'hésitez pas, vous pouvez encore en écrire. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Donc, à droite de votre écran, vous avez Q&A, d'aller cliquer là-dessus plutôt pour poser vos questions. Voilà. Merci à tous et on va ouvrir les questions. Ok. Merci beaucoup, Bruno. Je propose qu'on les prenne par le haut et qu'on descende. Très bonne idée. La première, c'est pour toi. Est-ce que Malte est belge quand il est maltais en Belgique ou je viens aussi de Belgique? Là, je te laisserai répondre. Ben, la malterie du château ne se cache pas qu'elle a recours aux orges, je veux dire, de rang printemps de la meilleure qualité qui soit en Europe. Et l'endroit où on fait les orges, je veux dire, de meilleure qualité, c'est la Champagne-Ardenne en France. C'est le foyer céréalier européen. Il y a pas de secret à ce niveau-là. Donc, la malterie du château se fournit là-bas principalement. C'est pas la seule origine. Mais voilà, ici, nous, ce qu'on essaie d'apporter en tant que malterie, c'est notre savoir-faire de malteur. Et donc, oui, on ne fonctionne pas avec des orges belges uniquement. Ils sont même minoritaires. Mais on appelle ça du malt belge parce que c'est fait avec de l'orge qui est transformé en Belgique. Je veux dire, le chocolat belge est aussi fait avec du cacao qui ne pousse pas en Belgique. Donc voilà, non, on appelle ça du malt belge, même si l'orge ne vient pas forcément de chez nous. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés ou essences d'orge? Alors, essence, c'est plutôt un terme on utilise ça quand on est forestier. Nous, on va parler, donc, on a, je veux dire, une espèce d'orge, une espèce d'orge commune qui se décline sous plusieurs variétés. Ce sont des 2 rangs de printemps exclusivement qu'on utilise à la malterie du château. Il faut savoir qu'il y a parfois aussi du 6 rangs hiver qui peut être utilisé, mais généralement pas chez les microbrasseurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi du 2 rangs hiver. Donc, ce sont là des variétés qui ont des enveloppes plus épaisses, où l'extrait va être un peu plus bas, mais qui peuvent aussi avoir certaines caractéristiques techniques intéressantes. Mais à la malterie du château, uniquement du 2 rangs de printemps et de multiples variétés, je veux dire, en fonction des développements. Là, c'est comme dans tout secteur, les variétés évoluent et on suit cette évolution, on se fournit sur des variétés qui sont les plus modernes, je veux dire. D'ailleurs, c'est même impossible d'aller chercher des anciennes variétés en grosse quantité parce que les agriculteurs sèment eux-mêmes des variétés modernes. Est-ce que le malt de maïs peut être touraillé et garder son caractère? Je n'ai pas d'expérience sur le touraillage de malt de maïs. On n'en propose pas chez nous, on n'en malte pas à la malterie du château. La différence entre différents maltes touraillés, c'est le temps ou la durée, le temps, pardon, ou la température. Un peu des deux, mais je dirais que c'est principalement la température. Il faut savoir que comme dans n'importe quelle entreprise, on cherche à optimiser notre process et avoir un process de production continu. Donc la durée du touraillage est fixée sur 2 jours, avec forcément certaines heures de flexibilité. Mais grosso modo, là, comme je l'ai illustré, on va être sur de l'ordre de 36 heures de touraillage. Et c'est principalement la température du coup de feu, en fait, qui va déterminer, qui va faire qu'on produit tel ou tel type malt spécial touraillé. Je trace un peu dans les questions vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le cold steeping, moi je connais ça pour faire du café, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
production. Des bonnes pratiques pour l'utilisation des mâles foncés à froid. Là, ça mélange plein de choses, là. Le cold steeping, bon, et faut savoir que la température de l'eau à la trempe, donc le steeping, normalement, c'est principalement le terme qu'on utilise pour la trempe, donc la première étape au niveau du maltage. La trempe peut se faire avec de l'eau plus froide, mais alors l'absorption d'eau par le grain est plus lente. Si on fonctionne avec de l'eau qui est, je veux dire, quelques degrés plus élevés, l'absorption d'eau va être plus rapide. Et ça, là, on va avoir une influence de la température de l'eau qui, chez nous, est constante parce qu'on a de l'eau qui vient d'un puits, relativement constante, je veux dire. Mais alors, l'impact sur les mâles foncés, là, je dois dire que je ne vois pas parce que c'est pas vraiment. Au début, il va y avoir de la variabilité au niveau du diagramme de trempe suivant le type de malt qu'on veut produire, parce que normalement, on cherche à atteindre un degré d'humidité un peu plus élevé pour des malts spéciaux, à l'inverse des malts de base où on va limiter un peu le taux d'humidité. Mais je ne cerne pas bien la question. La suivante, je vais peut-être répondre. C'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Ouais, Ça, tu peux réfléchir à la suivante. Voilà, merci. La question des auxiliaires de brassage, je n'ai peut-être pas été clair, mes excuses. Ce que je voulais dire, c'est que les grains crus donc n'ont pas ou peu, on va dire pas, d'enzymes, et que vous devez apporter les enzymes évidemment par le malt qui vient à côté. Ce que je voulais dire, c'est que si on remplace dans tous les grains maltais une partie par des maltes touraillés, donc même touraillés colorés, on continue quand même à apporter des enzymes. Donc, ça reste compatible avec les grains crus. Tandis que si vous mettez du grain cru plus du cara et encore peu de malt de base ou de malt touraillé au final, ben, vous allez quand même commencer à être un peu juste au niveau enzymatique. Donc, non, bien sûr que des maltes touraillés colorés ne vont pas apporter plus que des maltes bases au niveau enzymatique et aider les grains crus. On dit juste que c'est compatible. C'est ça le message que je voulais faire passer. Je n'étais peut-être pas clair. Alors, les mycotoxines, je te laisse répondre, Gilles. Oui, niveau trempe les grains d'orge. Oui et non, là, en fait, les mycotoxines, alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Elles peuvent, alors on différencie les mycotoxines en fait qui sont liées à la culture, les mycotoxines de stockage. Donc pour l'orge, s'il est stocké dans de mauvaises conditions avant d'arriver à la malterie, si le silo n'est pas bien ventilé, vous avez là aussi des mycotoxines qui peuvent être produites. Et ce n'est pas tant la trempe qui va jouer qui va avoir un impact sur la prolifération, c'est plutôt la germination. En fait. La germination, on est sur des conditions humides, chaudes. Oui, bien sûr, la trempe avant va permettre, via l'eau qui est le média, de faire proliférer ces mycotoxines, mais c'est surtout voilà, tout ce qui est champignons, moisissures, etc. C'est lors de la germination que ça pose problème. Il peut y avoir un développement qui est stoppé lors du touraillage, c'est tout à fait correct, mais alors nos lots sont quand même testés au niveau des mycotoxines. Hein, chaque lot d'orge qui arrive, et quand même, on regarde les grains pour voir s'il y a de la fusariose. Visuellement, ils sont analysés, chaque batch, et on est quand même on travaille avec des fournisseurs qui fournissent quand même de la qualité. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Parfois, on nous envoie des photos de bière où il y a un petit surmoussage et où ça déborde un petit peu. Ça c'est pas forcément des mycotoxines, c'est parfois plus, je veux dire, dû au process. Hein, Bruno pourrait en parler, mais surmoussage n'est pas dû à des mycotoxines, ce qu'on appelle le gushing. Vous allez vraiment avoir votre bière qui se vide et tout ça. Donc, ça peut être léger, mais ce n'est pas. Nos lots sont quand même surveillés et on ne va pas en produire. Et en plus, cette année, la mycotoxine, normalement, c'est très, très limité avec le climat qu'on a eu. Le vrai gushing est lié aux mycotoxines, ça c'est copieusement démontré. Mais le problème, c'est que on vit aussi dans un monde où d'autres erreurs liées à tout simplement une saturation exagérée dans les bouteilles, dans les fûts, etc., sont mis sur le dos
du gushing qui devient un terme un peu fourre-tout. Oui, ça veut dire, OK, la mousse fait que la bière sort du contenant. OK, d'accord. Mais que ce soit lié à un défaut de l'orge et donc des mycotoxines, c'est quand même fort rare. Dans 100 bières qui sortent de la bouteille, surtout dans le milieu craft, il n'y en a pas beaucoup sur les 100 qui sont liés à un problème de mycotoxines. C'est en général plutôt lié à une fermentation en bouteille moins bien contrôlée, quoi. La question suivante, est-ce qu'on peut débuter un empâtage à 63 degrés, plus de 63 degrés? Démarrer un empâtage à plus de 63 degrés, c'est quand même pas très très bon pour la santé, au sens où ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit cru ou pas cru, le froment ou les pilsen ou le touraillé. C'est qu'il faut toujours bien considérer que vous avez deux phénomènes antagonistes qui se passent, qui sont la liquéfaction et l'empesage. L'empesage fait monter la viscosité parce que l'eau pénètre dans le grain d'amidon et crée le gel. Et la liquéfaction, c'est que ça commence à se couper. Là où on a du bol ou bien où on n'en a pas, c'est que dans le cas du malt d'orge, ben, ça se passe dans des gammes de température qui sont proches. Et si vous mettez de l'orge crue avec du malt d'orge, ben, ça se passe très bien parce que l'empesage, c'est la même température. Je veux dire, l'amidon s'empèse à la même température. Simplement, c'est que l'orge maltée va vous apporter les enzymes qu'il faut pour les deux. Et avec le froment, là où vous avez du bol, c'est qu'on est dans les mêmes gammes aussi. Donc, on peut mettre du froment qui soit touraillé, qui soit maltais, pardon, et touraillé ou qui soit cru. On peut très facilement le mélanger avec le malt d'orge et ça se passe très bien sans autre forme de procès. On parle bien du froment, hein, vous avez d'autres grains crus tels que le maïs, que là vous devez aller en peser à part en décoction, ou ne parlons même pas du riz, qui est encore une autre histoire. Vous devez le bouillir carrément à côté avant de le remélanger. Mais parce que les grains crus, vous ne faites que de les empeser. Alors, pour revenir à la question de base, est-ce qu'on peut aller au-delà de 63? Ben non, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut mettre du froment cru à la même température, à 60, avec de l'orge maltais? Oui, avec de l'orge maltais touraillé, oui. Parce que, comme on vient de le dire, le fait d'être touraillé, ça l'est toujours. Mais ici, touraillé, ça veut dire tourailler un peu plus et coloré. Oui, ça marchera très bien, mais vous n'allez pas aller plus haut parce que vous prenez un autre type de malt. Vous allez juste risquer d'empeser sans liquéfier. Alors, est-il possible d'obtenir une présentation? Adeline, qui nous lit en copie, pourra transmettre à tout le monde et qui a très bien organisé le la génération est généralement complète après 30 minutes. Pourquoi attendre 50 minutes? Bah, écoutez, pourquoi? Ne le faites pas. Vous avez un test de saccharification qui vous dit que votre saccharification est terminée. De toute façon, dans tous les cas, avant de filtrer, on conseille de remonter en température pour donner un coup de boost aux enzymes pour être sûr de bien éliminer tout ce qui va rester, mais aussi pour les désactiver. Pour les désactiver, pourquoi? Parce qu'il faut imaginer que pendant toute votre filtration et tout votre lavage sur filtre, si vous avez désiré obtenir un certain profil de sucre au cours de votre brassage, si vous continuez à brasser dans votre filtre, c'est-à-dire si vous n'avez pas désactivé vos enzymes et que vous continuez à aller avec de l'eau chaude, simplement vous allez continuer à changer votre profil de sucre dans votre filtre. Ce qui n'est pas évidemment très facile à maîtriser. Merci à vous. Quid du diastasique et du maltacide pour l'empesage? Quid, la réponse est un peu dans le nom des maltes. Le maltacide vous sert à éviter d'ajouter de l'acide exogène, donc, très apprécié si on est dans l'idée du Reinheitsgebot, par exemple, qui vous a interdit de mettre de l'acide. Vous laissez acidifier votre malt, hein, vous regardez ailleurs, vous le laissez s'acidifier, vous faites semblant de rien, puis vous le mettez, vous considérez que vous n'avez pas mis d'acide. C'est surtout à ça que ça sert, pour être sincère. Et quid du diastasique? Voilà, c'est dans le nom. Vous avez un boost enzymatique lié au malt diastasique. Mais, comme nous l'avons dit plus tôt, si vous utilisez des maltes bases et des maltes touraillés ensemble, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin de diastasique. Si vous utilisez des bases, des touraillés et une proportion de grains crus ou même une proportion de caramel raisonnable, vous n'avez pas besoin de diastasique non plus. Le diastasique, c'est un coup de boost à votre
à votre recette, quoi. À vous de voir si vous en avez besoin. Document de Donc, la présentation. question était relative à l'empesage, mais il n'y a pas Ah, pardon, j'ai... pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. C'est le même orge pour le ouais. diastasique et pour le maltacide. Le process change, mais alors la température d'empesage, comme disait Bruno, que vous alliez du grain cru au maltpulsen, elle reste la même, hein, cette température d'empesage. Mal Pour caramel, la récupération. Ouais. Mal caramel et mal touraillé, ce sont justement deux termes qui s'opposent. Et peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de voir les séminaires précédents, mais qui présentaient les maltes caramel. La différence fondamentale entre les deux, c'est le process de fabrication. Mhm. Et le résultat, bien entendu, hein, sinon ça ne servirait à rien. Mais... Pour éviter les Quelle tannins. température? Pardon, quelle est la Moi, température? j'étais à la suivante. Vas-y pour celle-là. Éviter les tanins dans la bière, ben il faut d'abord éviter au maximum que les tanins finissent dans votre mèche et il faut éviter au maximum qu'ils passent votre système de filtration. Mais ça, on entre dans du process un peu plus spécialisé. Je serais heureux de vous répondre en aparté ou qu'on fasse un jour un webinaire là-dessus, mais ça mérite une longue discussion. Euh, la température d'empesage des mâles de récolte 2020. Alors ça, bonne question, Gilles. L'évolution des C'est beau. températures d'empesage depuis des années. Mais en fait, comme je l'ai dit, la température d'empesage a tendance à augmenter. C'est une thématique de recherche vraiment dans plusieurs universités plus spécialisées sur le brassage et le maltage. On retrouve cette thématique. Donc on sait que cette température augmente, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas juste qu'elle augmente, elle augmente globalement sur tous les lots. Mais en fait, d'un lot à l'autre, la température d'empesage peut être complètement différente. Donc c'est beaucoup plus complexe que de juste fixer une température pour une année, en fait. Pour bien faire, dans le meilleur des mondes, il faudrait que la température d'empesage soit donnée pour chaque lot, pour que les brasseurs sachent, voilà, éventuellement les adaptations qu'ils doivent réaliser, mais c'est pas quelque chose qu'on fait pour le moment. Peut-être que ça viendra. Est-ce que le touraillage peut avoir un effet sur le pH du malt? Voilà, celle-là, elle est bonne. Ben, ce qu'on avait tendance à dire tout à l'heure, oui, léger, Oui. Mhm. mais justement léger. Euh, et oui, bien entendu que votre correction de pH va varier un peu. Mais tant qu'on reste dans des quantités raisonnables de malt tout rayé de façon Mhm. raisonnable, l'impact reste léger. Mhm. Alors moi, la dernière, Justement, oui. Mhm. oui, vas-y. Mhm. Non, vas-y. Au niveau de la couleur, il y a une partie que je laisserai à Gilles, mais attention qu'il il faut pas confondre la couleur baissée estimée sur vos mous, en fonction des maltes que vous allez utiliser, enfin sur vos mous et sur vos bières par définition, et ce que vous avez au final sur vos bières. En résumé, la façon dont moi je comprends la question, on est au-delà de ce qu'on espérait. N'oubliez pas que ce que vous voyez quand Mhm. vous regardez votre bière par rapport à un nuancier, c'est le résultat de tout votre process. Et tout votre process, c'est pas que le malt. C'est notamment, vous avez évidemment un impact au niveau de votre ébullition. Hein, la prise de couleur à l'ébullition est évidemment une réalité. On en a parlé d'ailleurs avec les malt caramel la fois dernière. Oui, on pourrait donner de la couleur à l'ébullition, mais ça n'a aucun sens. En général, tous les technologues du monde essayent de ne pas donner de couleur en ébullition. Rajouter de la couleur, c'est toujours facile. C'est de ne pas en rajouter qui est compliqué. Des choses aussi barbares, je veux dire que l'oxydation impacte aussi énormément votre couleur. Une bière un mou qui a été oxydé au cours du process va vous donner une bière plus colorée et au final, vous pouvez varier de pas mal de BC entre ce que vous avez estimé dans votre méthode de calcul théorique et dans la bière que vous avez au final. Donc c'est très difficile de répondre à ça. Gilles pourra répondre sur les mesures exactes en EBC, mais qui sont des choses très objectivables en laboratoire à la malterie. Mais la malterie n'est évidemment pas en charge de tout ce qui se passe une fois que le malt a quitté la malterie. Mhm. Ouais, tout à fait. Pour compléter sur ce que Bruno disait, nous, toutes les colorations qui sont données sont mesurées
au labo, selon un protocole voilà, qui est employé par tous les malteurs, un protocole commun. On fait d'ailleurs partie, le laboratoire de la malterie Château fait partie de ce qu'on appelle un ring test. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit des échantillons dont on n'a pas les caractéristiques et on doit les analyser et on voit au final, tous les labos font ça. Et puis après, on voit si au final on était bon ou pas dans notre protocole et on est bon au niveau de nos mesures de coloration. On sait que là, c'est tout à fait au point. Donc, comme Bruno l'a dit, il faut faire la différence entre une mesure de labo qui est hyper objective, c'est au millilitre près, et on doit être certain de notre mesure, et de tous les aléas que vous pouvez avoir dans votre process qui peuvent influencer la température de votre mou, quoi. Pardon, la couleur de votre mou. Est-ce que tu veux remettre une couche sur l'hypoxygénase? Oui, je vais remettre une couche. On n'en mettra jamais assez. Il n'y a pas que la lipoxygénase, il y a Ouais, plusieurs facteurs. Mais donc le risque d'empâter à 52 degrés, c'est que, on va mettre risque entre guillemets, c'est que vous faites quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire et qui peut être néfaste pour votre produit final. C'est-à-dire, le but, le but du palier de protéolyse est de donner accès, comme Gilles l'a mentionné, aux grains d'amidon qui sont, on va dire, enfermés. Si votre malt a été bien modifié, cet amidon est déjà plus facilement accessible. Et ce palier de protéase devient inutile. Alors, s'il est inutile, évitons-le. Mais évitons-le pourquoi? Parce que, ça va vous faire gagner du temps. Évidemment, vous allez empâter tout de suite avec une température plus élevée, c'est ça moins que vous allez chauffer. Si vous, je vais mentionner avec différents niveaux d'importance, mais différents points. Si vous vous placez sur un niveau industriel, il faut imaginer que toutes les salles de brassage du monde surproduisent de l'eau chaude. Si vous empâtez avec une température d'eau plus élevée, vous consommez plus d'eau chaude que ce que vous utiliseriez évidemment à plus basse température, donc moins d'eau froide, puisque le volume d'eau doit rester le même, vous avez moins de gaspillage d'eau. Ça peut paraître anodin, parce que j'imagine que pas mal d'entre vous sont dans l'artisanat et ne se soucient pas énormément de la quantité d'eau, mais l'industrie, ça représente une grande importance. Ce n'est pas le plus important. L'oxydation, qui est votre ennemi, et qui et vous allez de nouveau, là, il y a de quoi faire tout un séminaire, mais on va dire en résumé que le mal, vous le faites au tout début, à l'empâtage et à basse température. Parce que l'enzyme, donc on a nommé l'hypoxygénase, qui va commencer le travail de sape de votre bière finale, travaille justement à ce moment-là, au moment où vous humidifiez votre grain à basse température, et vous allez lui permettre de travailler à composer. On va pas entrer dans toute la chimie organique qui va derrière, mais vous allez produire un composé qui, de par ces réactions ultérieures, fait que votre bière ne va pas se garder. Là, je vous le fais en hyper résumé. Mais si vous ne permettez pas à cette enzyme, qui est l'hypoxygénase, dites-le 10 fois sans trébucher, si vous ne lui permettez pas de travailler, parce que vous en pesez directement une température à laquelle cette enzyme est désactivée, vous évitez de créer la bombe à retardement qui va tuer votre bière plus tard. Voilà un peu l'idée. Autre chose, il faut imaginer que, comme je dis chaque fois, vous pouvez demander à n'importe quel brasseur au monde si d'un coup de baguette magique, il pouvait accélérer une opération unitaire dans son process, il vous dirait, moi, monsieur, la filtration. Il ne faut pas oublier que plus votre diagramme de brassage va être long, plus vous allez devoir agiter, parce que vous allez devoir chauffer, et plus vous allez handicaper vos propriétés, votre filtrabilité, et donc les résultats de l'opération unitaire qui suit. Donc, pour cette raison-là aussi, vous avez intérêt. Enfin, last but not least, demandez à n'importe quel brasseur aussi si vous pouvez apporter d'un coup de baguette magique une amélioration à votre bière finale. Là, pas 100%, mais beaucoup vont quand même vous parler de la tenue de mousse. N'oubliez pas que la protéolyse que vous faites à ce moment-là pour permettre à votre brassage de se dérouler a aussi un effet néfaste qui est qu'elle dégrade votre tenue de mousse. Alors, il y a un truc qui se fait énormément et qui parfois est un peu frustrant. On charge avec du froment
pour avoir une belle mousse. Alors que si ce n'est que pour ça, je veux dire, hein, c'est dommage. Parce que on répare quelque chose qu'on détruit. Alors que si on commençait par avoir un diagramme de brassage qui était optimisé pour la tenue de mousse, on pourrait se passer de ça. Enfin, en tout cas, si on ne le désire pas pour d'autres raisons. Parce que le froment peut être désiré aussi pour l'aspect soyeux de la bière ou même son aspect trouble dans le cas du froment cru. Donc voilà, j'espère qu'en détaillant un peu plus comme ça, j'ai répondu à la question de Monsieur Pierre James. Il reste une question qui est: le château de Tourbet est-il dans les Maltes touraillées? Ce sont deux choses différentes. Enfin, ça, Gilles, je vais peut-être te laisser répondre. Oui, donc il y a catégorie dans le catalogue et il y a process, sont deux choses différentes. Donc, malt tourbé, nous, au niveau du catalogue, on va plus se retrouver dans les maltes pour distillerie, les maltes fumés, les maltes un peu qui sont à part. Je veux dire, on a mis une catégorie, on les met dedans tellement ils sont spéciaux. Donc, on n'a pas parlé ici dans le cadre des maltes spéciaux touraillés, mais au niveau du process, oui, effectivement, c'est un malt qui est produit sur Touraille. En fait, c'est un Pilsen. On va suivre plus ou moins le même schéma de production que pour un malt Pilsen, sauf qu'on va brûler de la tourbe lors du touraillage et on va envoyer la fumée qui est issue du brûlage de cette tourbe dans la touraille pour que justement ce Pilsen qui est en train de sécher se charge en phénol pour devenir un malt tourbé comme vous les connaissez. Donc évidemment, vu qu'on approche de la fin, il y a des questions qui arrivent. On peut dire à 70 degrés si on souhaite maximiser les sucres non fermentés dans le produit fini. Ah ben non, oui, non, allez-y, hein, foncez. Sauf que ce que vous risquez, c'est de faire une grosse polenta parce que vous risquez d'empeser et de ne pas liquéfier suffisamment. Allez-y si ça marche, mais vous avez intérêt à utiliser assez d'eau. Parce que si vous montez en viscosité, voilà, après, vous débourbez à la pelle. Hein. Bon, ça dépend du volume duquel vous. Il ne faut pas oublier, je blague évidemment, hein, peut-être que vous travaillez avec une très grande installation, mais parfois il y a des choses qui se font facilement avec une cuillère en bois et qui sont plus difficiles à reproduire à plus grande échelle. Ce n'est pas péjoratif du tout, hein, je veux dire juste, il faut voir de quoi on parle. Alors, la coloration spectro est identique, malt, boisson conventionnelle et bière. Donc c'est bien, si vous ne prenez pas de couleur. 50 BC, boisson conventionnelle, par exemple, ne ressemble pas à une brune pour moi. D'accord. Est-ce qu'un 50 BC, c'est une brune ou pas? Bonne question. Là, on entre dans la discussion sur les styles. C'est plus un subjectif. qu'un technologue. Par contre, ce qui est important, je pense, pour revenir au point dont on parlait avant, c'est que si effectivement la malterie promet une couleur EBC sur base d'un certain malt, je pense qu'on peut s'y fier parce que le test est objectif. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas EBC pour rien, hein, c'est un test qui est standardisé par le European Brewing Convention, qui n'est ni la malterie du château, ni Gilles, ni Bruno, c'est quelque chose de standardisé qui permet justement d'avoir une garantie que si vous êtes dans le Kamchatka ou à Ushuaia, si vous achetez un sac de malt et que vous le recevez et qu'il est garanti à 50 BC, il doit vous donner sur le brassin conventionnel 50 BC. Alors après, est-ce que 50 BC c'est une brune ou pas? Ça, je pense, c'est bien. On va pouvoir rester sur une question pour y penser le soir, chacun dans son lit. Il y a peut-être une question d'opinion sur ce qu'on entend par brun. Oui, un Cara Ruby va vous donner un 50 BC vraiment plus qui tend vers le rouge, alors que c'est pas vraiment brun, mais enfin voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est surtout quelque chose d'objectivable. C'est pas une opinion, quoi. Le BC, c'est certainement pas nous qui, à notre niveau, décidons ce que ça veut dire. C'est une procédure conventionnelle avec les réactions vraiment très standardisées et la procédure très standardisée que vous pouvez trouver dans ce qu'on appelle l'Analytica, hein, qui est la Bible qui reprend les procédures BC standardisées. Tout à fait. Je pense qu'on va en rester là en termes de questions. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse email là, qui figure sur le slide et de toute façon, on y répondra.
Sinon, il va y avoir de toute façon d'autres webinaires. Donc, comme j'ai dit ici, on est sur une série de 12 webinaires. L'idée, c'est d'en organiser un par mois. L'équipe marketing, normalement, va s'assurer qu'ils soient tous bien disponibles si vous décidez de les revisionner ou si vous en avez manqué certains. Donc là, pas de souci à se faire. Donc, merci à vous. Merci à toi, Bruno, pour avoir pris le temps de donner ce webinaire. Et on se réjouit de vous revoir pour les prochains webinaires. Un grand merci pour votre attention et passez une excellente soirée. Et pour votre patience, parce qu'écouter parler des gens sans pouvoir répondre de vive voix, ce n'est certainement pas gai. Vivement sortir de ce Covid et qu'on se voit en personne. Bonne soirée. Exact. Ouais. Bonne soirée.